Alors, où on en est? Premièrement, l'intercommunalité est incontournable dans notre pays. On le sait depuis très longtemps. Le débat a commencé au moment de la création des communes. Donc on traîne ce sujet depuis plus de 2 siècles. Bon, c'est notre particularité par rapport à tous les autres pays du monde qui ont trouvé une solution, plus ou moins rapidement, plus ou moins autoritairement. Tout dépend des régimes de ces pays. En tout cas, nous, ça fait 2 siècles. Depuis la Révolution, nous cherchons comment réduire le nombre de communes. Puisqu'on a créé 44 000 communes au départ, alors qu'on voulait en créer 4 000. Il y avait un projet parlementaire de Touré au moment de la Constituante qui voulait 4 000 communes. Et il disait justement, d'ailleurs à juste titre, puisque c'est ce qu'on va faire maintenant pour finir, il disait qu'il faut que chaque commune regroupe une série de paroisses rurales, et ça fera une commune. Exactement comme le faisait le Portugal à l'époque, et eux ils ont réussi, nous on a échoué. Donc on traîne ce sujet, tant que nos communes étaient regroupées autour de, je sais pas quoi, des maisons, des habitants qui vivaient là et qui travaillaient la terre, c'était pas trop gênant, il n'y avait pas beaucoup de dépenses publiques au début du 19e. Il n'y avait pas de routes entretenues, il n'y avait pas d'école publique. En soi, ce n'était pas un handicap. Aujourd'hui, c'est un vrai handicap par rapport à la gestion des services et par rapport au développement du territoire d'avoir 36 700 communes. Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique sur le fait que les communes, c'est le lieu de démocratie, oui, tout le monde est attaché au nom de sa commune, au patrimoine, etc. Tout ça, je ne remets pas en cause. Je remets en cause, enfin, je suis d'accord avec le fait qu'une grande partie de nos communes ne sont pas viables pour faire face aux besoins de la population. Donc, le problème, il est où? Il est dans le choc entre les habitants qui, où qu'ils habitent, réclament une série de services. Ils estiment qu'ils ont le droit d'avoir des services publics, et d'ailleurs ça fait partie de notre pays aussi, et la capacité de ces communes. Alors pour contourner le sujet, la solution que nous avons trouvée, qui pour moi n'est qu'un contournement, mais un long contournement, dont on est à peine en train de sortir, on a inventé l'intercommunalité à la fin du 19e, et on a dit, eh bien, quand vous estimez que vous ne pouvez pas individuellement dans votre commune faire face aux équipements nécessaires, au développement nécessaire, vous vous regroupez. Mais c'est volontaire. Donc on est parti sur le volontariat. Alors toutes les critiques sur le fait que certaines, on a beaucoup d'intercommunalités, que les CIBU sont ceci, cela, tout ça, en soi on a raison, mais de toute façon les élus avaient raison de faire ce qu'ils voulaient puisqu'on était sur un système totalement volontaire. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on est en train de changer, sans le dire, mais les élus ne sont pas dupes, de passer en douceur du système volontaire de choix à un système de plus en plus autoritaire. Et on l'a fait, sans que d'ailleurs le Conseil constitutionnel ne trouve beaucoup à redire. Georges nous a rappelé les principes de la Constitution sur la libre administration et sur l'autonomie des collectivités. Ces 2 principes sur la question de l'intercommunalité sont largement bafoués aujourd'hui. Depuis, en gros, on a commencé clairement en 1999 avec la loi Chevènement. Donc c'est clair, mais tout le monde est d'accord en disant qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc l'intercommunalité est incontournable, et elle est incontournable parce que c'est notre solution française pour régler l'émiettement communal. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a commencé par inventer une foultitude de modèles juridiques qui sont toujours tous en vigueur dans notre droit. On a même le plus vieux système qui est l'entente, qui a été inventé en 1884, je crois, et qu'on vient de remettre au goût du jour dans la loi de 2004 en disant, au fond, c'est pas mal l'entente. L'entente, c'est une convention entre collectivités, on fait ce qu'on veut, et on dit comment on fait, chacun écrit ce qu'il veut. Donc c'est la forme la plus simple, mais peut-être la plus pratique dans certains cas. Donc on a décidé de renforcer l'intercommunalité tout au long du 19e, et quand on regarde tous les types de structures, on les étudie en disant, bon, avec un CIBU, je fais quoi? Quelles sont les obligations? Et avec une métropole dont parlait Georges, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on constate que tous nos textes nous poussent vers des structures de plus en plus autoritaires, de plus en plus fortes politiquement, c'est-à-dire que le Conseil communautaire a beaucoup de pouvoir, forte en compétences, puisqu'on va donner des compétences obligatoires, et d'autant plus qu'on est dans des zones urbaines, et les grandes métropoles sont les formes les plus abouties au niveau des compétences transférées, et on leur donne les moyens fiscaux, la fiscalité,
de plus en plus forte. Et on va même jusqu'à envisager donc, le fameux système électif au suffrage universel qui arrivera peut-être en 2020. On commence, comme l'a dit Georges, par la première marche de l'escalier, qui est le fléchage, pour s'entraîner. Donc c'est une longue continuité de gouvernement de gauche, gouvernement de droite, pour renforcer le niveau intercommunal. Mais on est resté sur le système volontaire, c'est-à-dire si vous pensez que c'est bien, vous le faites. Et vous le faites selon ce que vous estimez faisable là où vous êtes, c'est-à-dire avec les voisins avec qui vous entendez bien, avec des alliances, etc. Aujourd'hui, on a changé complètement d'attitude. On a décidé, et c'est la loi de 2010, et on a décidé parce que vos associations d'élus ont enfin admis que ce processus intercommunal était incontournable. Donc on a décidé que c'était terminé. Toute commune devait avoir rejoint une communauté pour les municipales de 2014. Donc là, on vient de faire un pas de géant. Entre 2010 et 2014, on a progressivement contraint toutes les communes isolées. Et quand on fait la liste des communes isolées, moi qui travaille beaucoup sur les finances, on est quand même, on n'est pas surpris, mais quand même c'est un peu honteux de voir que ce sont souvent des communes extrêmement riches qui sont restées à l'écart du mouvement. Alors comme c'était volontaire, évidemment, on ne peut pas trop leur reprocher d'avoir joué la carte individuelle. En tout cas, la solidarité, on ne l'avait pas partout. Donc on a décidé que toute commune rejoignait une communauté à partir de 2014. On avait laissé de côté la petite couronne parisienne, c'est-à-dire Paris et les 3 départements, et dans la loi de décentralisation dont a parlé Georges, là, de façon un peu inattendue, parce que ce n'était pas écrit dans le projet de loi du gouvernement, on a décidé de faire la métropole du Grand Paris. C'est un peu râlé, mais pour finir, ça va se faire. On verra comment ça va démarrer, ça va être un peu chaotique, ça va être totalement dérogatoire par rapport aux autres métropoles, mais on va quand même structurer, donc on n'aura plus de communes isolées non plus en Île-de-France. Sauf qu'on le décale de 1 an ou 2, je crois, 2015 ou 2016, pas encore calé. Donc ça c'est le premier point, toute commune rejoint une communauté. Donc on va mettre l'accent sur le niveau communautaire. Et en même temps, on a décidé que les communautés, certaines, notamment en milieu rural, étaient beaucoup trop petites pour être suffisamment efficaces pour faire face à toute leur maîtrise d'ouvrage, tous les services publics à la population. Donc on a lancé un grand chantier de 2010 à maintenant qui consiste à vous inciter à fusionner. Donc on vient de sortir, là on sort fin décembre de cette vague de fusion. On a à peu près fait l'essentiel, il restera quelques fusions à faire en 2015, 2016 peut-être, il y en a encore qui sont programmées pour 2017. Donc on agrandit les périmètres des communautés pour les rendre plus fortes. On impose à toute commune de rejoindre une communauté. Avec ça, l'article 72 de la Constitution, il en a quand même pris un petit coup dans sa vigueur. Et on met l'accent sur le fait qu'on n'a pas d'autre choix que de mutualiser le plus possible les moyens entre le niveau communal et le niveau intercommunal. En quelque sorte, on emboîte les communes dans leur entité intercommunale qui est la communauté. Donc les communes vont devenir, même si ça ne nous plaît pas comme expression à beaucoup d'élus, un arrondissement, un quartier, un sous-ensemble de la communauté, c'est inéluctable. Et les aspects financiers qui sont venus nous contrarier dans tout ce processus où on avait quand même une certaine douceur dans certains textes, avec 2 événements. Le premier événement, c'est la réforme de la taxe professionnelle qui remplace, pas supprimée, elle est remplacée par la cotisation économique territoriale, mais de 30 milliards de taxes professionnelles, on n'en a plus que 22, puisqu'on a fait un cadeau de 8 milliards aux entreprises. Et certains me disent, on aimerait bien quand même voir où les 8 milliards sont passés. Est-ce qu'on a maintenu des entreprises? Est-ce qu'on a créé beaucoup d'emplois? Ou bien, comme certaines méchantes langues, mais sûrement assez perspicaces, nous disent une partie des 8 milliards sont partis en dividendes dans les grands groupes. C'est évident, et ce n'est pas les artisans qui sont concernés dans mon propos, c'est les grandes sociétés. Donc on a eu le premier choc, c'est la réduction d'une ressource qui était l'essentiel, autour de laquelle beaucoup d'élus ont conçu des projets de zone. Vous parliez tout à l'heure d'ici d'une zone d'activité importante, alors que maintenant ça rapporte beaucoup moins. Et que donc beaucoup d'élus disent mais l'essentiel de nos ressources c'est les habitants qui nous les apportent, c'est-à-dire à travers le fait d'habiter et d'être propriétaire et non plus le fait d'avoir des activités.
Alors je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas avoir d'activité. Il faudra des activités pour les emplois, c'est évident. En tout cas, on n'a plus la même manne qui tombe automatiquement quand on installe des activités économiques. Premier choc. Donc c'était peut-être pas habile, peut-être qu'il fallait faire cette réforme, mais il ne fallait pas la faire de cette façon au moment où on renforçait l'intercommunalité, et d'autant plus au moment où on a eu une réduction de la croissance au niveau national, et donc la réduction du déficit du budget de l'État qui entraîne, ce que disait Georges, alors il a un peu chahuté les milliards, la DGF, la dotation globale de fonctionnement, baisse d'1,5 milliard en 2014 pour l'ensemble des 4 niveaux de collectivité et 1,5 milliard en 2015. Ça fait 3 milliards. Georges, c'est pas pareil que 8 quand même. C'est un peu moins grave. Les élus ne sont pas dupes du tout. Ils savent bien qu'ils sont pris en tenaille entre ces réductions d'une part et d'autre part des populations qui, elles, vivent des situations individuelles peut-être plus difficiles, plus tendues, et que donc ils ne peuvent pas jouer sur le levier de la croissance des impôts aussi facilement qu'à une certaine époque. Ils ne peuvent pas non plus afficher des tarifs au juste prix, ils sont obligés de maintenir les tarifs dans des fourchettes modérées, sinon les gens ne viennent plus. C'est le cas de, tout le monde le dit sur les centres de loisirs, si vous montez le prix trop, les enfants ne sont plus là. Donc, on est dans cette contrainte budgétaire dont les élus sont conscients. Moi, je suis frappée par le fait que, où qu'on aille, on nous parle d'abord de prospective financière, de cadrage financier, de croissance, comment on va faire, etc. etc. Donc tout le monde s'y met. Alors ça va sûrement avoir des vertus sur la gestion de certains services. On va sûrement avoir une plus grande mutualisation au niveau commune et communauté. Et à partir des municipales de 2014, vous devrez, dans vos communautés, toute communauté de communes, agglo, etc., devra faire un schéma de mutualisation qui sera présenté et qui devra montrer les tendances et les projets pour le mandat, de façon à réduire justement peut-être les doublons dont parlait Georges, travailler plus en équipe, etc., redéployer le personnel. Et tous nos textes nous poussent, je voudrais que vous reteniez ça, nous poussent vers passer de la commune vers le niveau communautaire, en renforçant les moyens de la communauté, donc en emboîtant la commune dans sa communauté. Et la communauté, c'est pas quelqu'un d'autre, ça appartient aux communes. Mais les communes sont copropriétaires de leur communauté, entendez bien mes mots. Et on va donc donner la main du point de vue des capacités d'intervention au niveau de la communauté. C'est inéluctable. Et on a réussi quand même, dans cette période tendue, à voter des textes, notamment quelque chose qui est complexe, je ne vais pas le développer ici, qui est le fonds de péréquation intercommunale et communale. Et quand on regarde comment il a été conçu, ça a été très dur au niveau du Parlement. Certains élus se sont battus bec et ongles pour empêcher que ce fonds n'existe. Il portera en 2016 sur 1 milliard, donc on partagera 1 milliard en solidarité. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans le sens, c'est que ce ne sont pas les communes qui se partagent des richesses excessives d'un côté vis-à-vis de communes qui sont plus pauvres, c'est l'échelon communautaire au niveau duquel on calcule la richesse d'un territoire et on regarde si ce territoire est plus riche ou moins riche que la moyenne, et selon sa richesse, il contribue à ce fonds de péréquation. Donc on ne fait plus de la péréquation sur 36 700 communes, ce qui revenait à donner des miettes à certaines communes. On va faire de la péréquation sur en gros 2000 à 2500 communautés, ce qui est une autre, vraiment, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus significatif dans les sommes qui vont être mises en péréquation. Donc voilà où on en est. Donc vous allez avoir à travailler dans les années qui viennent sur ce renforcement de la mutualisation, sur peut-être un meilleur territoire, peut-être je ne sais pas comment est le vôtre ici, si vous estimez que votre communauté est à maturité de son périmètre, ou si elle pourrait être plus efficace, si elle était un peu plus forte, ça c'est vous qui verrez. Et on va également, et la grande surprise du congrès des maires du mois dernier, de novembre, c'est d'avoir entendu M. Pélissard qui était venu nous voir pour nous avertir qu'il allait travailler là-dessus et nous demander de l'aide à la Caisse des dépôts, c'est d'avoir une parole forte au niveau national pour dire maintenant, non seulement on a renforcé les communautés, on emboîte les communes dans leur communauté, mais en plus, on va lancer le chantier des communes nouvelles, c'est-à-dire des fusions de communes.
je ne sais pas si vous voyez la révolution qu'on est en train... Quand c'est l'Association des maires de France qui lance ça à la tribune, fin novembre, et qui n'est pas huée, c'est que donc la prise de conscience de la difficulté budgétaire de faire exister toute une série de petites communes est claire, elle est faite. Tu peux juste préciser ce que c'est que la fusion de communes? La fusion de communes, eh bien, c'est des communes qui se regroupent et qui font une seule commune. Et c'est la loi de 2010 qui nous a rénové le texte de la loi de 71 qui avait été un échec catastrophique parce que on s'y était très mal pris, avec beaucoup d'autorités maladroites. Et là, ça a été voté dans la loi de 2010 avec, en appelant ça une commune nouvelle. Et ce qui est nouveau dans le dispositif de la loi de 2010, c'est qu'on peut faire une commune nouvelle à l'échelon d'une communauté. Et on a des projets actuellement assez intéressants de communautés de communes qui s'estiment trop faibles et qui préfèrent, plutôt que fusionner avec une autre communauté et se retrouver avec des périmètres de 50, 40, 50, 60 communes, ce qui est énorme, en distance notamment et en difficulté de gestion, qui préfèrent transformer leur communauté en une seule commune. Et du coup, adhérer à une communauté voisine. Ça, c'est la grande nouveauté du texte 2010 et qui est en train de cheminer. Et on voit apparaître dans l'Ouest, qui est souvent un territoire assez prospectif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élus qui sont toujours un peu en avance dans comment faire demain, comment faire mieux demain. On voit apparaître beaucoup de modèles autour de cette idée-là. On voit apparaître d'autres modèles, par exemple dans l'Orne, en Ille-et-Vilaine, des communautés qui ont 15-20 communes et qui disent on va faire 3-4 pôles. Donc on va fusionner nos communes et on va faire 3-4 communes de taille équivalente, démographique, fiscale, financière, et on sera une communauté de 3-4 communes, ce qui va rationaliser considérablement le mode d'organisation des bureaux du pouvoir et on va répartir les équipements. Donc on voit apparaître tout un mouvement là qui était assez inattendu, on ne s'attendait pas du tout à cette réactivité.